Je vais tout de suite appeler Patrice Geoffron. Donc, on sait combien Dauphine est en pointe dans la recherche sur les sujets de transition. Patrice, que peut-on faire? Merci à toi. Alors, normalement, la question, c'est est-il urgent d'agir? Je vais m'efforcer d'apporter, en tout cas, mon éclairage à la question que tu avais soulevée. Et je pense que pour le que peut-on faire, on va avoir 1 jour et demi, 2 jours pour y réfléchir. Donc, il y a des slides qui vont apparaître. Je vais m'efforcer de faire un effort de sobriété. J'avais 4 slides et finalement, je vais me concentrer simplement sur une diapo. Dès lors que cette slide aura apparu, je l'ai devant moi, voilà, sur celle-ci. Mon objectif, c'est de vous donner un regard d'économie. Je suis prof d'économie sur ce qu'est l'accord de Paris. On sait que l'accord de Paris, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient dans le pourtour de la Courneuve à la COP21, est un accord historique qui embarque tout le monde sur des principes qui sont des principes innovants, coopératifs et d'engagement, non coercitifs. Et puis, depuis, on a un peu dessoulé. On s'est aperçu que les Américains sont sortis. On s'est aperçu, en tout cas, on a la volonté de le faire, que la somme des engagements nous conduit plutôt dans un monde de 3 ou 4 degrés et non pas dans le monde de 1,5 degré ou 2 degrés qui est souhaitable. Et on vient de traverser un été qui est simplement à 1,2, 1,3 degrés et qui, comme l'a dit Myriam tout à l'heure en introduction, est un été qui est un été très très bizarre. Donc par rapport à la question que tu nous soumets, Myriam, est-il urgent d'attendre? Je vais vous donner une illustration qui est vraiment une illustration d'économie sur l'urgence d'agir et sur ce que signifie cette urgence à agir. Ça fait aussi un écho à ce que nous a dit notre ex-ministre hier sur les petits pas insuffisants et sur l'urgence du changement. Donc ici, on a une relation d'économiste qui est une relation vraiment très bête et j'ai fait quelques calculs de coin de table en mettant en rapport d'un côté et sur l'axe vertical les tonnes de CO2 émises chaque année du fait du modèle énergétique schématiquement. Et puis, par ailleurs, en bas, vous avez le PIB. Donc, vous savez que le PIB, c'est la manière la plus bête de mesurer la création de richesse, mais c'est celle qu'on utilise universellement. C'est simplement la somme des valeurs ajoutées, avec un premier message qui est que si on devait, et ce n'est pas ce qui s'opère à l'heure actuelle, mettre en œuvre l'accord de Paris, pour se tenir simplement à 2 degrés, il faudra émettre autant de CO2 en 2050 qu'en 1970 pour être à 2 degrés, avec entre-temps une population qui aurait été multipliée par 2,5 ou 3, et puis un PIB qui aura été multiplié par 7. Et naturellement, si au lieu de faire cet exercice pour 2 degrés, on le fait pour 1,5 degré, on a des choses qui sont encore plus affolantes, puisqu'il faut revenir de 2050 à 1950 pour avoir des niveaux d'émissions équivalents, à peu près 5 milliards de tonnes de CO2. Et entre-temps, la population a été multipliée par 3, 3,5, et le PIB mondial aura été multiplié par 10. Donc il y a un premier message sur l'urgence d'agir, et l'essentiel finalement a été dit tout à l'heure par Christian Depertuis en introduction. On a un stock de CO2 à émettre qui est extrêmement limité, et donc il faut passer de l'ancien modèle de création de richesse économique, qui est le modèle historique depuis 2 siècles, qui est celui qui a été utilisé par les premiers émergents, qui étaient les Britanniques, et qui est utilisé à l'heure actuelle par les derniers à émerger, qui sont les Indiens et les Chinois, et dans lequel, mécaniquement, on crée de la richesse économique en émettant plus de CO2. Autant dire qu'on est encore sur ce modèle. Après 3 années de stabilisation de 2013 à 2016, on a eu un rebond en 2017, patatras, on est revenu sur l'ancien modèle finalement, avec des émissions qui ont augmenté d'environ 2%. Donc, il est urgent d'agir parce que ce stock à émettre est limité. Essayons de comprendre ce qui peut se passer au travers de ce looping, même si encore ça n'est pas ce qui se passe si on observe les données les plus récentes. Passer de là à là, premièrement, si on fait une remarque très, très prosaïque, ce n'est pas simplement beaucoup moins de centrales à charbon et beaucoup plus de photovoltaïque et beaucoup plus d'éolien. C'est vraiment très fondamentalement un changement de modèle. Alors certes, on pourrait dire qu'on n'a plus besoin de croître finalement pour nos pays. On pourrait entrer dans le débat sur la sobriété. Il se trouve que j'étais il y a quelques semaines en Guinée.
Et si on observe plus globalement l'Afrique, il y a 7 ou 800 millions d'humains qui n'ont pas d'accès à l'électricité, qui utilisent pour l'essentiel de la biomasse. Et croyez-moi, le débat sur la sobriété, lorsque vous êtes en Afrique, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que, si je vais un peu en arrière dans mes slides, là vous avez la relation entre le PIB par habitant et les émissions de CO2, et tout en bas vous avez l'Afrique et vous avez l'Inde. Et donc ça va être très difficile dans ces pays de faire plus sobre que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Mais si on revient donc sur ce slide, le passage d'un côté à l'autre, c'est une rupture économique. Dominique Simoneau, qui nous a parlé tout à l'heure de L'Oréal, appartenait, je crois, auparavant à Engie. Un groupe comme Engie, c'est des parties, je pars sous votre contrôle, de 15 milliards d'actifs qui correspondaient à la manière de créer de la valeur dans la partie gauche et tant de créer de la valeur avec 15 nouveaux milliards d'actifs sur la partie droite. Donc c'est ce type de violence économique. Ce type de violence économique, on l'a vécu en France. Christian, tu faisais référence à la fermeture des mines de charbon en France, qui n'est pas si lointaine. Eh bien, on sait que c'est un phénomène, un processus qui s'est étalé sur des dizaines d'années, qui a été extrêmement douloureux, qui a mis à bas des régions entières. Je lisais une brève dans une revue spécialisée hier qui indiquait qu'il y a en jeu en Europe 160 000 emplois qui sont des emplois dans le domaine charbonnier. Et puis, plus globalement, et si on élargit encore le scope, derrière tout ça, dans ce changement de modèle, eh bien, c'est l'affaissement du modèle économique qui est celui de l'Algérie, très près de nous, qui est celui de l'Arabie Saoudite, un peu plus loin de nous, qui est celui de la Russie, pas très très loin de nous, et un voisin un peu inquiétant. Donc ce changement sera un changement, s'il devait se faire, s'il devait ne pas se faire, on a tous à l'esprit que l'été que nous venons de vivre sera un été très commun et qu'on aura pire encore à affronter. Mais ce monde de changement est de toute façon un monde qui va être un monde de choc économique et qui va être un monde de réallocation assez massive d'intérêts économiques. Et donc ce sera un monde qui sera un monde de stabilité. J'aimerais partager avec vous, parce que ce début de matinée me paraît assez dense en mauvaises nouvelles, et notamment celle que tu as égrenée, Myriam. J'aimerais partager avec vous néanmoins 2 ou 3 raisons d'espérer, et ce qui me conduira vers ma conclusion, et tu observeras que j'aurai été particulièrement sobre dans l'usage du temps qui m'a été confié. La première raison d'espérer, ce n'est pas simplement pour être agréable à nos hôtes, c'est finalement ce qui nous a été dit par monsieur le maire, madame la vice-présidente, sur ce qui s'expérimente non seulement dans cette ville historiquement, mais également dans cette région. On voit qu'il y a là un certain nombre de prototypes, alors qu'il va être difficile très rapidement et peut-être dans les délais impartis d'extrapoler à la maille mondiale, mais dans lesquels on a des innovations. Et pour avoir été présent à la première ou à la deuxième de ces universités, il ne me semble pas qu'il y a une demi-douzaine d'années, on était en mesure de dire tout ce qui a été évoqué là. Donc l'expertise, même si elle ne se traduit pas encore en termes d'émissions de CO2 et si elle ne nous conduit pas de l'autre côté, il faudrait laisser le graphique sur lequel je m'appuie à l'écran. Si ça ne nous permet pas de passer de l'autre côté, cette expertise qui se constitue, ce qu'on peut transmettre, et c'est intéressant de faire une université d'été dans un établissement d'enseignement supérieur, ce qu'on est en mesure d'enseigner aujourd'hui à nos étudiants par rapport à ce qu'on leur transmettait il y a une demi-douzaine d'années ou une dizaine d'années, sont des éléments qui vont finir par se traduire dans ce changement du monde. La deuxième raison d'espérer, qui est aussi une raison quand même de se préoccuper un peu, c'est, disons, la dimension financière, et je continue à tirer le fil qui est celui d'un économiste. Lorsqu'on va passer de l'autre côté de cette colline, plutôt de cet Everest, et lorsqu'on aura accumulé 2, 3, 4 années, non pas de stagnation ou de taux ondulé sur les émissions de CO2 mondiales, mais qu'on observera une décroissance, alors peut-être insuffisante, mais qu'on observera une décroissance, ça va être sacrément compliqué de continuer à trouver des financements dès lors qu'on sera de l'autre côté pour continuer à investir comme dans l'ancien modèle. Par exemple, lorsque Donald Trump, qui est encore au pouvoir pour quelque temps, peut-être pour une demi-douzaine d'années, veut soutenir le charbon et entretient une espèce de mythe du charbon propre, c'est quand même des infrastructures de production qui se rentabilisent sur des dizaines d'années. Monsieur Trump, il est là pour quelques années, au mieux ou au pire. Et donc,
on va se retrouver probablement, on peut l'espérer, dans une accélération du temps, parce que dès lors qu'on aura franchi ce cap, toutes les anticipations, et beaucoup d'anticipations, par exemple de fonds d'investissement ou de fonds de pension qui ont à gérer des intérêts économiques sur des dizaines d'années, vont commencer à s'articuler selon la nouvelle logique économique qui se dessinera alors, et non plus selon l'ancienne. Donc ça veut dire que ce passage du col, pour ceux d'entre vous, je sais bien qu'on est dans un port, mais pour ceux d'entre vous qui ont une habitude de montagne, et j'étais à la montagne cet été, et non pas, j'ai pas pu vous passer, contrairement à Christian, mes photos de vacances de l'île Dorée, vous savez que les passages des cols sont venteux, donc on peut, et ce seront mes mots de conclusion, former l'espoir que ce col n'est pas lointain, on peut former l'espoir qu'ensuite on descendra rapidement. La descente, un peu comme dans les montagnes russes, risque de demander à ce qu'on s'accroche. Et j'espère, Myriam, que l'an prochain, en tout cas avant la 10e édition, nous fêterons tous ensemble le passage du col. Voilà, merci à toutes et à tous. Je te rends le micro, Myriam.